Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Géraldine Maillet qui est avec nous. Bonjour Géraldine. Bonjour, bonjour. Tu viens nous présenter ton nouveau livre, ça s'appelle Ma minuscule. On en parlera ensemble dans la question promo, il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Ok? Très bien, je suis un peu comme ça mais ça va. Devant toi il y a un buzzer, ce buzzer sert à passer une question. Si une question ne te plaît pas, tu peux activer le buzz à tout moment. Tu as le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Okay. Si tu actives le buzz, tu devras tirer une carte au hasard, action positive ou action négative. Très bien, c'était panique à bord pour moi, mais bon ça va bien se passer. Allez on y va, voici la question promo. Géraldine, pourquoi avoir eu l'envie de raconter l'histoire de ta grand-mère? Alors, pour plein de choses. D'abord, déclaration d'amour à ma grand-mère, déclaration d'amour aux soignants qui ont parcouru ce parcours du combattant comme ça de 1 an et demi suite à son AVC et à diagnostic de son Alzheimer. Donc en fait, j'ai voulu raconter tout ça dans un livre avec de l'amour, avec de la bienveillance, avec du rire, avec des larmes. Parce que quand ça vous arrive, c'est une déflagration. Donc c'est un tsunami intime. On se dit, ma grand-mère que j'aime plus que tout au monde, ok, elle 92 ans, c'est fini pour elle. Et en fait, on veut quand même la sauver, on veut quand même l'aider, mais on ne veut pas qu'elle soit une loque. Donc en fait, on est traversé par plein d'avis contradictoires et plein de sensations contradictoires et on veut quand même la sauver. Et cette année et demie, ça a été très dur, ça a été très fort, mais c'est surtout la rencontre de gens incroyables. Ces soignants sont incroyables. C'est des invisibles pour elle parce qu'elle est complètement gâteuse, malheureusement, et je l'aime d'amour. Et il faisait tellement pour elle. Il lui donnait à manger, il la douche, il la change, il lui change ses couches et tout ça. Et donc, je voulais les visibiliser. Je voulais faire une déclaration d'amour à ces soignants parce que je ne sais pas comment ça se passe en Belgique. Mais en France, on dit beaucoup qu'on meurt dans les urgences, qu'on maltraite dans les EHPAD. Il y avait beaucoup de choses négatives. Donc, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais je voulais malgré tout aussi leur dire aux gens, il n'y a pas que ça. Il faut rajouter, il faut mettre de l'humain, il faut aller chercher nos vieux, il faut aller les voir, il faut leur demander comment ils vont. Et surtout, il faut parler à ces soignants qui s'occupent de vos grands-pères. Bon, toi, t'es jeune, t'as quel âge? J'ai 30 ans. Bon, t'es jeune, mais t'as encore des grands-parents? Je les ai perdus il n'y a pas si longtemps et donc j'ai eu accès aussi. C'est pour ça que ce livre est je trouve, bien construit, bien fait, parce qu'il y a l'histoire effectivement personnelle avec ta grand-mère, mais il y a également des mini-reportages sur chaque, on va dire, personne qui a pu aider ta grand-mère à chaque passage. Et ça, c'est vrai, j'ai trouvé... En fait, on passe de l'histoire à une histoire de soignants et je trouve ça intéressant en fait de humaniser et de rendre visible des gens qui, quand on est dans ces moments-là, parfois nous paraissent invisibles. Franchement, tu as tout dit, tu as super bien lu et ça me touche beaucoup parce que c'est exactement ce que j'ai voulu faire. Même si Rachid il passe 10 minutes et il est brancardier, n'empêche qu'il va prendre ma grand-mère des soins intensifs à l'hôpital privé gériatrique et il est à ce moment-là hyper utile, hyper bienveillant. Il la met sur le brancard, il lui met une couverture pour pas qu'elle ait froid. Et c'est invisible parce qu'ils sont invisibles non seulement pour ma grand-mère, qui ne comprend pas, qui ne se souvient pas, alors que parfois il y en a qu'elle voit tous les jours. Ils sont un peu invisibles pour la société parce qu'on les a applaudis il y a 4 ans. Mais là, maintenant, on se plaint, on les a oubliés. Et je voulais remettre de l'humain parce que je me suis dit, en fait, tous ces gens-là, si quand je vais voir ma grand-mère, mais c'est la base, ce que je dis, et j'ai l'impression que c'est évident, et tout le monde va dire, bah oui, bien sûr, tout le monde le fait, mais non, tout le monde ne le fait pas. Mais quand je vais voir ma grand-mère, si j'apporte un gâteau à ma grand-mère, est-ce que ça me coûte quoi d'apporter un gâteau pour Rose, pour Laure, pour Gaëtan, pour Dorothée, des gens qui s'en occupent au quotidien? Comment tu vas aujourd'hui? Comment vous allez aujourd'hui? Et les enfants, ça va? T'as bonne mine? T'as pas bonne mine? T'es fatigué? Qu'est-ce qui se passe? Un peu d'humain, un peu de considération. Ils s'occupent tellement bien d'elle ou de eux parfois, et que quand bien même ils s'en occupent pas bien, c'est dur de s'occuper de quelqu'un qui a un Alzheimer. C'est des maladies hostiles, difficiles. Il y a de l'agressivité, il y a de l'hostilité. C'est un monde un peu perché et un peu ailleurs. Donc voilà, je pense qu'il faut réinjecter de l'humain et c'est aussi ce que j'ai voulu faire avec ma minuscule. Est-ce que tu as hésité à sortir quelques passages de vie privée, intime parfois? Est-ce qu'il y a des moments dans ton écriture, tu t'es dit, bon, ça, je le mets pas? Alors en fait, je me suis toujours demandé si c'était impudique. Et en fait, je considère que comme on est tous livrés à la même enseigne, ça nous concerne tous, on va tous devoir le vivre ou on l'a tous déjà vécu. Donc en fait, c'est tellement universel comme histoire que je me suis dit que en fait, mon impudeur était complètement pudique et elle allait être acceptée par tout le monde parce qu'à partir du moment où c'est fait avec tendresse, avec bienveillance et avec douceur, il y a plus d'impudeur en fait. Ta grand-mère ne l'a pas lu, je suppose? Non, alors ma grand-mère, tu vois, donc c'est ce que m'ont appris les soignants. Au départ, je lui ai montré la couverture. Alors, elle a vu que c'était elle. Je lui ai dit, c'est toi, mamie. Elle a fait, oh, c'est bien et tout. Elle dit, ah, je suis belle. Mais elle voit plus qu'elle n'est plus comme ça.
Donc déjà, elle est dans un monde, mais qui ne se juge pas comme elle est. Et c'est bien ça, c'est le rêve. Donc en fait, il ne faut pas juger son nouveau monde avec nos paramètres à nous. Si je la juge avec mes paramètres à moi, c'est insupportable. Elle me demande l'heure toutes les 5 secondes. C'est ce qu'on elle tire les rideaux, elle me fait tirer les rideaux de manière complètement maniaque, comme si elle avait une sorte de fixette totale sur les rideaux. Et la couverture, je lui montre le lundi, puis le mardi, elle a oublié. Et je lui remontre le mercredi, elle a déjà oublié de la veille. C'est un éternel recommencement, mais je ne la juge pas. Parce que son monde à elle, il est comme ça. Et moi, mon monde à moi, il n'a pas à la juger avec mes critères et mes normes. Dans ce livre, on note également la charge administrative qui est énorme. Et c'est vrai que j'ai vécu, je t'ai dit la même chose avec mes grands-parents. Tu vois que c'est universel. Et pourtant, je suis beaucoup plus âgée que toi. Tu pourrais être mon fils, mais tu as connu ça avant moi. Et moi, peut-être que je peux trouver ça injuste. Je me dis, mais lui, il est jeune, il n'a pas ses grands-parents. Moi, j'ai encore ma grand-mère alors que je suis une vieille dame. Et je me dis, non, mais je suis une quinca plus. Et je me dis, en fait, j'ai eu de la chance, tu vois. J'ai eu de la chance et c'est ça aussi que il faut en profiter quand ils sont là. Mais je voulais revenir sur cette charge administrative qui est immense. On se rend peut-être pas compte quand ça ne nous arrive pas, à vrai dire, mais quand ça nous arrive, la charge, elle devient immense. Il faut gérer absolument tous les papiers. Parfois, aller demander aux banques pour les comptes, aller faire des trucs avec les tribunaux. Bref, il y a tellement de choses administratives à faire pour les faire rentrer, que ce soit dans un EHPAD ou on ne se rend pas compte en fait, mais elle est aussi très violente, cette charge administrative. Ouais, tu as raison. En fait, c'est une déflagration médicale, une déflagration familiale, parce qu'on redistribue les cartes, parce que forcément, ma grand-mère n'est plus le chef de la famille, et une déflagration administrative, puisque la vie de ma grand-mère ne lui appartient plus. Ma grand-mère n'a plus de clé, ma grand-mère n'a plus de compte en banque, ma grand-mère n'a plus d'adresse, elle a l'adresse d'un EHPAD, mais elle n'a pas de courrier qui arrive chez elle. Elle est dans une chambre pour elle et à elle, et ce sera sa dernière demeure. Et forcément, cette mise sous tutelle, elle est obligatoire, puisqu'il faut régler les impôts, les papiers, la mutuelle, les demandes d'aide. Mais ça bouffe une vie. Ça bouffe un morceau d'une vie. Ça a bouffé, la vie de ma maman que j'ai accompagnée dans ce long méandre administratif, où tu passes devant les juges, où les juges ne sont pas forcément humains. Pour le coup, j'ai trouvé la justice bien moins humaine que la médecine, que j'ai trouvée incroyablement humaine. Et voilà, c'est une sorte de gros barnum comme ça qui nous écrase. Il faut remplir des papiers, il faut se justifier avec des questions un peu kafkaïennes, un peu absurdes, du genre est-ce que votre grand-mère pourrait venir pour expliquer la situation? Non, comment vous dire? Si on vous demande une mise sous tutelle, c'est parce que justement, elle en est incapable. Donc il faut justifier tout, mais aussi peut-être pour les protéger. Et puis il y a des psychiatres qui viennent aussi pour diagnostiquer le niveau d'Alzheimer et de dépendance. Voilà, tout ça. Et puis il y a l'aspect financier, parce que ça coûte cher. Donc ça coûte cher, donc il faut payer un EHPAD, comment on paye, comment on s'organise. Voilà, tout ça, c'est un bouleversement à tous les niveaux. Géraldine, voici maintenant la question du patron. Waouh! Le patron de Télépro a une question pour toi. La voici. Quel conseil tu peux donner suite à ton expérience quand on se retrouve dans une situation pareille avec la fin de vie d'un proche? Est-ce qu'avec cette expérience maintenant que tu as vécue, est-ce que tu as des conseils à donner à ceux à qui ça pourrait arriver? Des conseils, je dirais prendre chaque jour l'un après l'autre. Pas de plan sur la comète, pas regarder dans le rétroviseur, pas se dire avant c'était comme ça, avant elle pouvait faire ça, pas la juger avec les paramètres d'avant. Et surtout, aller parler aux soignants, aller parler à l'aide-soignante, aller parler à l'infirmier, aller parler au brancardier. Comprendre ce que c'est que cette maladie. Moi, ils m'ont beaucoup aidé, les soignants. Par exemple, j'ai réinjecté du rire à ma grand-mère parce qu'elle était parfois un peu déprimée, tout ça, un peu triste, un peu morose. Mais ce n'était pas un état d'esprit parce qu'elle était triste ou morose. C'était encore une fois la maladie qui la rendait comme ça. Et en fait, j'ai réinjecté du rire. Je me moque d'elle. Je dis, écoute, arrête avec tes rideaux, là, c'est ridicule. Et en fait, même si elle ne comprend pas forcément tout de mon humour, j'aime avoir un sourire sur son visage. J'ai l'impression que ça lui fait du bien, que c'est comme un pansement, que c'est une sorte de bienfait pour elle, de douceur. Alors, elle mange énormément de chocolat, je lui apporte du chocolat. Après tout, je m'en fous si elle prend trop de chocolat. On est d'accord, à 94 ans, on s'en fout un peu. Voilà. Et donc voilà, je pense qu'il faut être à l'écoute, il ne faut pas juger, il ne faut pas juger avec son monde. Et surtout, moi je dirais, il faut aimer nos vieux. Je ne sais pas si une société qui n'aime pas ses vieux va bien. Et je pense qu'on n'aime pas les vieux. Bernard Pivot disait que la vieillesse ou le grand âge, c'était un peu l'apartheid de la vie. Oui, je trouve que parfois les vieux, ils sont plus utiles. C'est des parias. On les met dans les voies de garage.
Et ça, je trouve que c'est important de les mettre au centre des choses. Et moi, quand j'avais l'habitude d'aller chercher ma grand-mère pour le déjeuner du dimanche, là où elle a eu l'AVC devant moi, bon, bah, elle était vieille, elle mangeait, elle était là, elle participait un peu à la conversation, mais pas plus que ça. Mais c'est pas grave, c'est pas pour autant qu'il faut les délaisser en fait. Ça doit pas être forcément efficace et rentable à un être humain, après tout. Est-ce que tu as hésité est-ce que vous avez hésité, plutôt la famille, je vais prendre aussi ta maman dans le lot, à prendre ta grand-mère chez vous? Est-ce que ça s'est posé comme question? Parce que généralement, quand on est dans cette situation-là, il y a aussi la question de se dire, mais généralement, les personnes qui en tout cas, c'est mon histoire personnelle, je vais te raconter, mais elles veulent rentrer chez soi. Elles veulent à un moment donné, en tout cas, ma grand-mère voulait absolument rentrer chez elle. Elle ne comprenait pas qu'est-ce qu'elle faisait ici. Elle ne savait même pas ce que c'était. On avait beau lui expliquer tous les jours. C'était toujours tous les jours la même question, quand est-ce que je rentre chez moi? Et la question que dans ma famille on s'est posée, c'est mais est-ce qu'elle serait peut-être pas mieux chez elle, au milieu avec peut-être quelqu'un H24, nous ou quelqu'un d'autre, qui puisse la surveiller, parce que c'est une surveillance qui fait de 24 heures sur 24. Mais est-ce que vous, s'est posé cette question ou pas du tout? En fait, quand tu me dis ça, je me dis qu'on est passé exactement par les mêmes réflexions et exactement par les mêmes doutes et exactement par les mêmes questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on devait faire de ma grand-mère? Comment on devait s'organiser pour ma grand-mère? Une chose est sûre, c'est qu'elle ne pouvait plus vivre dans son appartement tel qu'il était. Il n'était pas adapté. Ouais. Adapté par rapport, je ne sais pas, à la salle de bain, par rapport à la douche, par rapport aux toilettes. Ça n'était pas adapté au niveau même de la sécurité. Ça aurait été périlleux. Ensuite, aujourd'hui, concrètement, ma grand-mère, elle a besoin de 2 personnes pour la lever d'un fauteuil, pour la mettre dans un lit, pour la doucher. Donc, c'est compliqué. Donc, déjà, c'est très compliqué à mettre en place. Et puis, oui, il y a aussi une charge, on va dire, émotionnelle pour la famille. Ma mère travaille encore, je travaille, il faut s'organiser. La prendre chez l'un de nous, c'est compliqué. Donc, on a été traversé par tout ça et on a écarté toutes ces solutions-là parce qu'on a trouvé un EHPAD public merveilleux, pas très loin, donc on peut aller là. Moi, j'y vais 3 fois par semaine, ma mère y va les autres jours, donc pratiquement tous les jours, elle a de la visite. Et en fait, on a quand même rapatrié les meubles dans sa chambre. Ouais, tu le racontes dans le livre. Et ce qui est incroyable, c'est que ma grand-mère n'a jamais parlé de chez elle. Donc la tienne en parlait. Ouais. La mienne, ça n'a plus jamais existé. Elle s'est d'abord souvenue des lasagnes qu'elle avait mangées le jour de l'AVC. Donc là, pendant 10 jours, 15 jours, j'ai eu droit à tu as mis où le tupperware de lasagne. Voilà, donc c'était une fixette. C'est une fixette, mais des fois sur des choses qui nous paraissent… qui nous paraissent totalement dérisoires et anecdotiques. Alors que pour eux, c'était la fin du monde. Ah, oui. Il ne fallait pas gaspiller ces lasagnes, elles étaient trop bonnes, il les fallait absolument pour manger. Et cet appartement dans lequel elle a vécu pendant 20 ans n'existait pas. Il n'a jamais existé. Okay. Elle ne m'en a plus jamais parlé. Ça n'est plus un sujet. Et voilà, c'est pour ça. Donc elle s'est… elle est dans une autre vie, dans sa nouvelle vie. Géraldine, voici maintenant le questionnaire à choix. Géraldine, je vais te proposer des noms ou des mots. Tu vas me dire ce que ça évoque pour toi. Oui. Ok. Si je te dis Mathilde. Ma fille adorée, ma fille d'amour, mon pilier qui m'a beaucoup aidée pendant l'AVC de ma grand-mère, qui était source de rire, de trash, d'humour noir. Et c'est très important. Dans ces moments-là. On l'évoque également dans ce livre. J'ai noté une phrase dans le livre, c'était l'angoisse à l'idée d'être maman. Oui. Mais pourquoi? Parce que je ne sais pas si j'étais capable. Ok. Ça tombe pas de… je trouve ça, c'est pas une évidence. Pour moi, c'était pas une évidence. Et j'avais eu par ailleurs une maman tellement incroyable que je me disais que la montagne était infranchissable. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que j'ai… Il n'y a plus cette angoisse? J'ai 15/20. Oui, il n'y a plus l'angoisse de se dire je suis une mauvaise maman ou je pense que je suis au niveau. Non, mais je pense qu'être parent, ça rend humble. Il faut beaucoup d'humilité. Parce que je pense qu'on fait plein d'erreurs, mais encore une fois, avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle. Et que voilà, on apprend au fil des jours, encore une fois. En parlant de maman, si je te parle de ta maman qui est aussi très présente dans le livre. Maman, c'est la femme la plus importante de ma vie. Je pense que je suis devenue écrivain grâce ou à cause d'elle, puisqu'elle est devenue sourde quand j'avais 13 ans. Et je pense que l'écriture a été à ce moment-là une sorte d'échappatoire pour moi, pour communiquer, pour entrer encore plus en symbiose avec elle, pour aller au plus près des émotions, des choses qu'on avait à se dire. Voilà, l'écriture a été un refuge.
et a été une aide et une sorte de main tendue vers elle. Et aujourd'hui, j'en suis à mon 19e roman. Et c'est vrai qu'il y a une anecdote qui m'a beaucoup marqué dans le livre, c'est quand ta maman reproche à sa propre maman de ne pas avoir acheté un GSM, un téléphone, pour discuter et dialoguer avec elle. Et là, on se rend compte que parfois, la relation grand-mère, petite-fille n'est tellement pas la même. J'ai l'impression que j'ai la même histoire exactement. Donc, tu aurais pu écrire le livre. Ben non, parce que j'ai pas le talent d'écriture, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que la relation qu'on a avec ses grands-parents n'est peut-être pas la même qu'on a avec ses parents. Ma mère est beaucoup plus en colère, ma mère a beaucoup moins d'indulgence, ma mère est médecin, donc elle voit tout ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines années. Ma mère a un regard beaucoup plus noir et vertigineux. Ma mère considère que le grand âge, c'est une bombe à retardement, donc elle n'a pas du tout la même vision. Moi, moi, je suis une sorte de sucre mou, hein, avec ma grand-mère, je fais tout pour elle. Et toi, tu n'as pas, j'ai pas senti de reproche, contrairement à ta maman qui avait ce reproche-là. Oui, et après, en fait, à un moment donné, elle dit bah oui, j'ai des reproches, et puis de toute façon, maintenant c'est trop tard, on s'en fout. Voilà, c'était avant, et puis maintenant c'est fini. Donc maintenant, juste, je te dis, c'est un accompagnement, on va dire. Si je te dis la dame de TPMP, c'est dans le livre, des fois, on te dit c'est la dame de TPMP, c'est gênant ça. Dans des moments, parfois. Non, c'est pas gênant quand on se dit, dans des moments où on arrive par exemple à l'hôpital, c'est la dame de TPMP, oui. Alors d'abord, on me l'a dit très rarement, on me l'a dit peut-être 2-3 fois. Et 2-3 fois en 1 an et demi, c'est pas beaucoup. Parce que je pense que aussi hors contexte, et puis de toute façon, voilà, je suis pas non plus Beyoncé. Et ensuite, non, en fait, j'ai vu moi surtout à quel point l'émission était regardée à l'hôpital et dans les EHPAD. Le bonheur que ça procurait, sorte de routine tous les jours comme ça, de rendez-vous pour des gens qui n'ont pas de rendez-vous. Un rendez-vous pour des gens qui n'ont pas de gens qui viennent les visiter. Et en fait, c'est comme un peu un dîner de famille. Et je voyais dans les hôpitaux, avec les gens un peu âgés, qui regardaient sans vraiment forcément tout comprendre et tout ça, que c'était quelque chose d'important dans leur vie. Et donc du coup, la dame de TPMP, non, moi on m'a souvent dit, je ne voyais pas si grande. Voilà, c'est le seul truc que j'ai eu. Ou alors, ça ne doit pas être vous parce que vous êtes beaucoup plus grande. Ou alors, ça ne doit pas être vous parce que vous avez l'air beaucoup plus sympathique. Bon, ça va pas. C'est un compliment ou pas? Ouais, ça va. Moi, je prends tout comme un compliment. Si je te dis vieillir, est-ce qu'il y a une peur chez toi de vieillir? Tout le monde a peur de vieillir. En fait, ça dépend. Ça dépend. Mais toi, tu dis ça parce que tu as 30 ans. Tu es complètement hors sol. Non, parce que moi, j'ai déjà peur de vieillir à 30 ans. Ah bon, alors toi, tu es complètement névrosé. Alors voilà, c'est autre chose. Mais non, non, en fait… Tu te poses la question, et moi, je finirai comment? Oui. C'est cette question que tu te poses. Mais c'est en fait, quand on déambule dans les couloirs des EHPAD ou des SSR ou des unités de soins palliatifs, on croise des gens. On croise des zombies, on croise des ombres. On croise des gens qui… En fait, moi, je me suis toujours demandé, c'était quoi leur vie avant? Ils étaient comment? Est-ce qu'ils étaient bavards? Est-ce qu'ils avaient du panache? Est-ce qu'ils étaient talentueux? Est-ce qu'ils avaient des familles aimantes? Est-ce qu'ils étaient des leaders? Et il y avait une femme qui m'a beaucoup impressionnée, comme une sorte de dame blanche dans les couloirs de Sainte-Périne, de l'unité Chopin. Et à chaque fois, je la voyais et elle m'impressionnait. On aurait dit une ancienne top modèle. Et en même temps, elle était démente. Elle ne savait pas du tout où elle était. Elle se perdait dans un couloir de 3 mètres. Et oui, c'est frappant. C'est frappant le grand âge. Et toi, personnellement? On a envie de vieillir, mais en bonne santé. Oui, on a envie de ça, vieillir, voilà. On a envie de vieillir. Mais est-ce que ça t'a changé? Parce que là, tu nous parles… Mais c'est peut-être ton caractère qui fait que tu nous parles beaucoup des autres. Ouais. Mais toi, personnellement, est-ce que tu as changé des choses en pensant que tu pouvais peut-être vieillir et dans un état, on ne sait lequel? Est-ce que tu as déjà prévu des choses pour dire que ma fille sera au moins tranquille s'il m'arrive quelque chose, ça sera déjà réglé pour elle? Est-ce qu'on est dans cette optique-là ou alors on n'est pas du tout encore dans cette… En fait, je pense que ça redistribue les cartes et je pense que oui, pour moi, ça a été un accélérateur de particules. D'abord, de vivre des drames comme ça pour tous ceux qui nous écoutent, où ça fait vieillir. Ça fait vieillir en maturité, ça fait vieillir prématurément. Enfin, le corps vieillit, l'esprit vieillit parce que c'est un choc, même si 92 ans, c'est dans l'ordre des choses. Ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, qu'on se méprenne pas. Je ne crie pas au scandale. Je trouve que, tu vois ce que je veux dire, à 92 ans, tout va bien, elle a une belle vie et tout ça. Mais jusque quand vous aimez quelqu'un, ça vous est insupportable. Voilà, ça c'est la première chose. Et moi, à titre personnel, oui. Mais de toute façon, moi, quand j'étais mannequin déjà, à 21 ans, on me disait que j'étais un vieux mannequin.
Donc moi, j'ai passé ma vie à être vieille. Ouais. Ah oui. Donc à 21 ans, je suis un vieux mannequin, mais quand même, je travaille. À 27 ans, quand j'arrête le mannequinat, alors là, carrément, je suis bonne pour les pattes des mannequins. Donc je suis carrément oui, en phase terminale du mannequinat. Mais malgré tout, voilà, donc j'ai toujours été un peu consciente du fait que tout s'arrête très vite et tout peut basculer très vite. Si je te dis ton père, il n'est absolument pas présent, et vu ton histoire personnelle, mais je te laisse raconter si tu as envie de raconter ou pas ton histoire personnelle. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, donc ta fille, ta grand-mère, ta maman. Ça, c'est ce qui est archi présent. Il y a ton compagnon, voilà, il y a Daniel et Griolo, etc. Mais c'est vrai que le grand absent, c'est ton père. On est une filiation de femmes, c'est les femmes de ma vie. Et moi, j'estime qu'en fait, j'ai manqué de rien parce que j'ai une femme, c'est un beau lapsus. J'ai une mère qui a fait père et mère. Et qui a fait femme aussi, si ça se trouve. Non, mais voilà, donc, en fait, j'ai toujours considéré qu'on pouvait, c'est une sorte de philosophie de vie, ou voir le verre à moitié plein ou le voir à moitié vide. J'ai toujours considéré qu'il fallait que je le voie à moitié plein. Et du coup, je le vois plein. Et donc, du coup, tout me va. Géraldine, il est l'heure maintenant du coup de pression. C'est là que j'ai le droit au buzzer ou pas? Alors j'espère que tu ne vas pas utiliser le buzzer pour Pourquoi Mais moi je veux jouer là, il y a des cartes trop stylées. J'espère que tu vas répondre à toutes les questions. Voici le coup de pression. Question, est-ce que tu as eu l'envie d'arrêter Touche pas à mon poste à un certain moment? Non. Jamais? Non, jamais. Est-ce que tu as déjà pleuré en sortant de l'émission? Jamais. Jamais? Jamais. Alors c'est une force de caractère immuable parce que des personnes… Est-ce que tu as déjà pleuré après un dîner de famille? Non, mais… c'est pareil. Dans Touche pas à mon poste, il y en a certains qui ressortent parfois en pleurant. Des chroniqueurs… mais ça, c'est chacun sa sensibilité. C'est pour ça que je te dis que tu as un caractère Moi non, pas du tout. Jamais. Même après certains clashs qui ont pu être violents à l'antenne. Oui. Non, pas du tout. Pour moi, c'est le temps du dîner de famille, le temps du show, le temps de l'agora, le temps de la baston, le temps des opinions contradictoires, de la dispute, voilà. Et comment tu en ressors quand tu as eu une émission un peu éprouvante? J'ai faim, je veux manger. Mais est-ce qu'après tu en rediscutes, que ce soit les clashs que tu as pu avoir avec Cyril Hanouna, même d'autres qui sont intervenants dans l'émission et qui viennent? Jamais. Tu n'en discutes pas derrière? Jamais. Et même en rentrant, tu en parles à ton compagnon en disant… Non. Lui, t'as vu peut-être en disant « t'as pris cher ce soir ?» Non, franchement, non, c'est une sorte de parenthèse comme ça, comme un dîner. Si, parfois, bien sûr, je peux raconter à ma copine Valérie, qui est ma meilleure amie, Valérie Benaïm. Ce soir c'était chaud, ou là là, je suis pas du tout d'accord et tout ça, mais c'est comme des collègues de travail en fait, tu vois. Tu n'as jamais eu envie d'arrêter après un truc comme ça? Non, pas du tout. Non, au contraire, ça me galvanise. Ah oui, d'accord, faut bien te chercher pour… J'aime bien, parce qu'au moins je défends mes idées, on n'est pas d'accord, mais c'est vivant. En parlant de Touche pas à mon poste, il y a l'arrêt de l'émission, l'arrêt de C8 plutôt, pas de l'émission, mais l'arrêt de C8. Du coup, peut-être pas. Peut-être pas. Tu es peut-être mieux au courant que moi, mais en tout cas, il y a l'arrêt de C8 qui est prévu fin février par la décision de l'Arcom, CSA ici en Belgique. Ça s'appelle encore le CSA chez vous? Ça n'existe pas l'Arcom, peut-être une chance, mais ça n'existe pas encore l'Arcom en Belgique, ça s'appelle le CSA. Est-ce que, donc je sais que tu trouves la décision injuste, ça vous l'avez dit sur le plateau et vous l'avez déclaré, mais est-ce que maintenant chez toi il y a une peur d'avoir un revenu beaucoup moindre à partir du 1er mars? Parce que c'est un changement de vie pour toi. On va se le dire honnêtement, quand tu es dans Touche pas à mon poste, tu gagnes, comme en plus tu es assez présente, tu es présente 4 fois sur 5 généralement. Pratiquement tous les soirs. Ou 5 fois sur 5, donc c'est des salaires à plusieurs milliers d'euros qui peuvent s'arrêter d'un coup. Oui, non mais bien sûr, il y a tout cet aspect-là, mais d'abord moi, à titre personnel, je ne suis pas la seule. On est 400 personnes qui nous retrouvons sur le tapis, techniciens, coiffeurs, maquilleurs, monteurs et tout ça. Il y a toute une économie qui est mise à plat en fait. Et donc ça, je trouve que c'est très très violent, c'est très injuste, très arbitraire. Et dans une époque économique qui est difficile, où il y a beaucoup de gens qui ont du mal à retrouver du boulot, je trouve que c'est particulièrement dégueulasse. Mais après, à titre personnel, écoutez, encore une fois, moi j'ai 52 ans, j'ai fait 1000 choses dans ma vie. Je me réinventerai, j'écrirai d'autres livres. Là, je suis en train de réaliser une série sur la mode pour MyCanal qui s'appelle Backstage. Donc voilà, j'ai réalisé des documentaires. Voilà, mais je peux pas croire, je comprends pas comment on peut priver plus de 2 millions de personnes au quotidien tous les soirs de TPMP. Est-ce que tu serais prêt à quitter le groupe Canal? Moi, j'ai pas de raison de les quitter.
S'ils veulent de moi je veux bien d'eux. Ok, mais est-ce que si Cyril Hanouna quitte le groupe Canal, est-ce que tu serais prêt à le suivre? Est-ce que en fait tu es dépendant de Cyril Hanouna dans sa suite, ou est-ce que toi tu as peut-être d'autres propositions qui peuvent venir d'ailleurs et de quitter Cyril Hanouna est une possibilité aussi? J'ai pas de proposition d'ailleurs, mais encore une fois, moi je suis très très loyale et je dois beaucoup à Cyril. Et donc s'il va ailleurs, tu le suis. S'il va ailleurs et s'il a besoin de moi. Bien sûr. Encore une fois, il n'y a pas. Une demande. Avec plaisir, avec joie et avec reconnaissance, absolument. Donc tu le suivrais même ailleurs, donc voilà, groupe M6. Ça dépend, pas dans tout, mais voilà. Groupe M6, ça serait une possibilité, peut-être si tu touches pas à mon poste, déménage à Mais en fait, c'est incroyable, je suis en Belgique et les gens. Tout le monde te parle de ça, non? Mais surtout, j'ai l'impression que vous savez beaucoup plus de choses que moi. Moi, je vous assure, je suis tous les jours dans les couloirs du Canal Factory. Il faut demander à Cyril Hanouna. Et je ne sais rien. Il faut lui poser la question. Je ne sais pas si lui-même le sait, on verra. Et tu n'as pas été au courant comme quoi l'émission pourrait déménager dans le groupe M6? Non. Ok, d'accord. Pour toi, l'émission, elle va faire quoi du coup? Je sais pas, je te jure. Non, mais je suis angoissée. D'accord. Il y a l'idée aussi que l'émission aille sur Canal+. Tu es quand même au courant, peut-être. J'espère que tu es au courant que l'émission. Oui, je te laisse finir ta phrase. Qu'elle peut aller sur Canal+. Ah oui, mais que les dirigeants de Canal sont pas forcément favorables à ce que ça aille sur Canal+. Non mais toi t'es incroyable. Donc, non. Mais tu veux pas. Attends, franchement, tu prends mon téléphone et quand t'as des infos, tu me les donnes, que je les donne sur le plateau, parce que je suis au courant de rien. Ok, bon, je pensais que tu le savais. Mais non. Mais en fait, tu feras surtout, c'est des bonnes nouvelles pour moi. Pas forcément, parce que ça veut dire que Canal+ ne veut pas forcément de la suite de Touche pas à mon poste. Je sais pas. Non, tu n'y crois pas. Non. Ok. Puis l'Arcom aussi, il peut y avoir des choses au niveau de l'Arcom. Il peut y avoir des recours juridiques qui vont durer des mois et des mois. On n'aura pas la réponse avant. On a peut-être bon espoir. On n'aura pas la réponse avant de toute façon fin février, début mars. En attendant, on te retrouve avec ton livre, Géraldine, Ma minuscule, l'histoire de ta grand-mère, mais l'histoire qui parle vraiment à tout le monde. C'est ton histoire, mais vraiment elle est, je trouve, universelle. Merci beaucoup, Géraldine, d'avoir été avec nous. C'est fini, hein. Bah oui, c'est fini. J'ai même pas utilisé le buzzer. Bah non. Je peux essayer? Tu peux essayer. Je peux en prendre une pour Allez, voir, hein. juste pour voir. Buzz annulé. Et voilà, le buzz était annulé. Ça veut dire que tu aurais dû quand même répondre à la question. Ah bah attends, j'en prends une autre alors. Tu vas me faire toutes les cartes. T'es trop joueuse. Deuxième buzz offert. Donc t'avais le droit de buzzer une deuxième fois pour passer une question. 1 minute de promo. Ah, 1 minute de promo. C'est trop bien ça. Ah ouais. Mais bon, trop tard. Trop tard.